Re-salut les amis et re-bienvenue à tous sur la chaîne pour cette deuxième vidéo de la journée. Alors oui, il y a l'habituelle vidéo des news gaming, mais là c'est une vidéo différente, vraiment très différente. Ça fait un moment vraiment que j'avais envie de faire cette vidéo, mais par manque de temps, j'avais jamais pu me lancer. Et je me suis dit aujourd'hui, écoute, si tu le fais pas aujourd'hui, en fait tu le feras jamais. Donc vas-y, go, lance-toi. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. J'avais envie de vous partager un peu tout ça, mon univers. Peut-être permettre à certains d'avoir des souvenirs, de la nostalgie, et puis à d'autres de découvrir certaines choses qui font partie tout simplement de l'histoire de notre passion en commun, le jeu vidéo. Et là, je vais vous parler d'un monument du jeu vidéo. Vraiment, réellement, c'est quelque chose qui a révolutionné un petit peu le jeu vidéo et qui a véritablement lancé une compagnie au niveau de ce qu'elle est aujourd'hui. Cette compagnie, c'est Nintendo, et on voit ici la Family Computer. Marqué Nintendo ici en bas à gauche, Family Computer qu'on appelle plus communément Famicom, qui est la contraction tout simplement de Family Computer. Cette machine, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui se souviennent, en France, en Europe, nous avions ceci. Tout simplement. Super Mario Bros. Ici en version française. Pour ceux qui se souviennent et qui ont connu cette époque, ça, c'est la cartouche de jeu de la Nintendo NES telle qu'on l'a connue. Cette Nintendo NES qui est ici, derrière moi. Voilà la console que vous connaissez très certainement en France et de toute façon en globalité en Occident. Sauf qu'au Japon, ils n'avaient pas cette machine. Au Japon, ils avaient celle-ci. Ça, c'est tout simplement la NES qu'on a connue, la Nintendo NES, mais la version japonaise, la Famicom, Family Computer Famicom. Et ce jeu-là, Mario, pour la Nintendo NES qu'on l'a connu, c'est exactement le même que celui-ci. Ça, c'est la version japonaise de Super Mario Bros. Que je vais déballer devant vous. Hop. Voilà, tout simplement. C'est exactement le même jeu, tout simplement, avec un habillage légèrement différent. Vous voyez la taille qui est hallucinante. En fait, c'est exactement le même jeu, sauf que en fait, la cartouche française fait plus de 2 fois la taille de la version japonaise, qui est exactement le même. C'est exactement le même jeu, Mario Bros français et Mario Bros japonais. Tout ça pour dire qu'en fait, cette console, c'est exactement la même que celle qu'on connaissait, sauf que niveau design, ça a un petit peu rien à voir. On va déballer, enfin déballer non, et bien évidemment, je l'ai déjà déballé plein de fois cette machine, j'ai joué des heures et des heures sur cette machine qui fonctionne absolument parfaitement bien. Voici donc la Family Computer, la NES japonaise, ici dans son emballage en polystyrène. Donc les amis, je vais couper le micro 2 secondes parce que le cocktail polystyrène plus plastique, sincèrement, c'est pas des plus agréables. Je me mets à votre place, entendre ça, c'est pas génial. Je reviens d'ici vraiment 2 secondes. Voilà, on est de retour, tout simplement. Ça évite un petit peu de casser les tympans à tout le monde, parce que franchement, c'est pas agréable ce bruit du polystyrène. Voici la console. Alors, pour la petite histoire, et ça c'est assez amusant, vous aviez ici un livret qui est tout simplement le mode d'emploi de la console, qui était présenté à l'époque sous la forme d'un manga. C'est aussi simple que ça, c'est juste un manga typiquement japonais, où on apprenait un petit peu à utiliser sa machine sous forme de dessin animé, tout simplement, de manga, d'animation, typiquement japonais, où on apprenait l'entretien de sa machine, par exemple. On montre ici que s'il y avait des saletés à l'intérieur, il suffisait de la retourner, tenir les manettes, je vais vous expliquer pourquoi, la secouer pour faire tomber les saletés, prendre un coton-tige imbibé d'alcool pour venir nettoyer les ports connecteurs. Bref, comment l'utiliser, faire attention, il y a des pages qui montrent les effets de la chaleur, du soleil directement sur la machine, d'y prêter attention, de faire des pauses aussi, déjà à l'époque, ils en parlaient, de mettre en avant la pratique de sport en extérieur, les études, mais quand même, c'était vraiment très intéressant et vraiment très original. On voit ici la machine, la Famicom tout simplement, avec donc le bouton Power, le bouton Reset. Ici, ce gros bouton qui coulisse, c'est tout simplement le bouton d'éjection de la cartouche, avec ici le port cartouche donc.
sa petite trappe de protection pour éviter les saletés ou autres accidents. Les manettes, je vous disais, pourquoi les tenir? Bah, tout simplement parce que les manettes, elles sont attachées à la console. Ce n'est pas une bidouille, il n'y a aucune modification. Officiellement, ça sortait comme ça d'usine, les manettes étaient fixées à l'intérieur de la machine. C'était branché directement à la carte mère. Manettes qui sont en parfait état, sincèrement, impeccables, avec lesquelles j'ai joué des heures et des heures à Mario, hein, notamment, que je vous ai présenté. Ça, c'est la manette du joueur 1. Vous avez ici la manette du joueur 2 qui a une particularité d'eux-mêmes. Elle dispose ici d'un micro. Donc déjà à l'époque, il faut savoir que la console, elle a été mise en vente au Japon en juillet 1983. Et déjà à l'époque, on pouvait interagir sur certains jeux avec un micro ici. Ici, vous avez un bouton de volume pour pouvoir augmenter ou baisser le volume. Ça, c'était la manette du joueur numéro 2. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait ce micro et le volume seulement sur la manette 2? Pourquoi pas sur la manette 1? Pourquoi pas sur les deux? Je n'en sais rien. C'était comme ça à l'époque. C'est assez curieux, mais c'est vraiment typique de la culture japonaise. Ces câbles qui sont vraiment courts, sincèrement très très courts. On voit, hein, il n'y a même pas 1 mètre en fait, hein. C'est vraiment très très court. Quand on voit qu'aujourd'hui, toutes nos manettes sont sans fil, permettent de s'éloigner vraiment loin de la machine pour pouvoir jouer, à l'époque, le câble était vraiment très court, et puis surtout, solidaire de la machine. On ne pouvait pas faire autrement, c'était comme ça, hein. Alors là, évidemment, vous avez un câble qui n'est pas d'origine sur la console, tout simplement parce que la sortie vidéo n'était absolument pas compatible avec nos télés que nous avions, nous, en Europe et notamment en France. Donc il y a eu cette adaptation pour avoir un câble avec une sortie vidéo type RCA pour pouvoir la brancher à ma télé. Et à l'époque, sincèrement, j'ai joué des heures et des heures avec cette console, avec Mario, avec d'autres. Je me suis vraiment éclaté, c'est une vraiment très très bonne machine. Voilà pour la Family Computer. Alors ses caractéristiques techniques, parce que sur la chaîne on aime bien parler de ça. Attention les amis, ça pique, vraiment. Le processeur principal, oui, parce qu'il y en a deux. Le processeur principal de la console, c'est un processeur fabriqué par Ricoh, sous licence, parce qu'en fait, le noyau du processeur en lui-même, c'est un processeur américain, MOS Technology, avec le numéro de modèle 6502. Ce processeur avait une vitesse de dingue, asseyez-vous, il était cadencé à 1,78 MHz. Alors ça peut faire rigoler, parce qu'aujourd'hui on parle de gigahertz dans tous les sens, des processeurs overclockés et tout ça. Là, nous avions un processeur qui était même pas à 1,80 MHz. Ça peut sembler très peu, mais à l'époque, sincèrement, c'était vraiment intéressant, vraiment puissant. Et pour une console, ça a absolument tout changé, vraiment. Et pour la petite histoire, il faut savoir que ce processeur, le MOS Technology 6502, c'était tout simplement le processeur qui équipait l'ordinateur de Apple, l'Apple II. Donc voilà, la Famicom de chez Nintendo et l'Apple II de Apple partageaient exactement le même processeur. Pour la vidéo, il y avait un autre processeur, toujours fabriqué par Ricoh. Ce processeur était un 8 bits, comme le processeur principal, hein, faut pas s'enflammer, il n'y avait rien de bien foufou. Ce processeur vidéo avait la même quantité de mémoire, c'est-à-dire 2 kg. 2 kg pour le processeur principal, 2 kg pour le processeur vidéo. Ça peut sembler fou ça aussi. Et attention les amis, en ce qui concerne la définition de cette machine, on parle d'une définition de 256 par 240. Ça peut sembler dingue, aujourd'hui on parle de Full HD, on parle de 4K, on fait des révolutions pas possibles, on monte sur les réseaux sociaux parce qu'un jeu n'est pas beau, il n'est pas cadencé à la bonne vitesse, il n'est pas en 4K, c'est un scandale. Là c'était du 256 par 240, vraiment c'est une autre époque. Ça peut sembler vraiment faible, et aujourd'hui ça l'est, mais à l'époque, 256 par 240, sincèrement c'était énorme. Vraiment c'était énorme, avec une palette de couleurs de 52 couleurs. Aujourd'hui on parle de photoréalisme, de jeux absolument dingue, hein. Par exemple la semaine dernière, je vous avais montré une vidéo folle de Lords of Fallen qui arrive bientôt. Là c'est 52 couleurs, 256 par 240, et on était bien content. À l'époque c'était complètement dingue, et grâce à cette machine, Nintendo a véritablement révolutionné le jeu vidéo, vraiment. Et à partir de là, tout s'est enchaîné à une vitesse de dingue. Il faut savoir qu'elle s'est vendue à 500 000 exemplaires en seulement 2 mois. Pour l'époque, c'était un véritable carton, réellement. Et à partir de là, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Sega est arrivé avec la Master System, on en reparlera un autre jour. Mais c'est vrai que Nintendo a
a apporté vraiment quelque chose de novateur dans le jeu vidéo, à tel point que aujourd'hui, Nintendo est ce qu'il est, avec des titres incroyables. La récente sortie de Zelda le prouve bien, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et Nintendo s'est retrouvé dans une position un petit peu compliquée, parce qu'en fait, ils ne pensaient pas que cette machine allait avoir la longévité qu'elle a eue. Quand je parle de longévité, attention, c'est vraiment long. Je vous ai dit, cette machine est sortie en 1983, c'était au mois de juillet 83. Et elle a été fabriquée jusqu'en septembre 2003. 83, 2003. Quand on voit que les consoles d'aujourd'hui, ou même la précédente génération, Xbox One, PS4, ont une durée de vie de 7-8 ans à peu près, là, de 83 à 2003. En 2003, cette console était encore produite au Japon. C'est complètement fou. Et à cause de ça, je vais vous présenter autre chose, parce qu'à cause de ça, Nintendo s'est retrouvé dans un sérieux problème. C'est que la capacité des cartouches n'était vraiment pas énorme. Du coup, il a fallu trouver une solution pour pouvoir apporter d'autres jeux novateurs, vraiment novateurs. Mais évidemment, la capacité de la cartouche réduisait vraiment ça. Donc, en fait, pour pallier à ce problème, ils ont sorti ce périphérique, le Famicom Disk System. C'est tout simplement un lecteur de disquette pour la console que je viens de vous présenter. Le lecteur disquette est juste en dessous. Vous pouviez le mettre en dessous de la console ou à côté, selon comme vous vouliez. Ici, on voit bien un connecteur qui se branche dans le port cartouche de la console. Je ne l'ai pas à l'intérieur de cette boîte, mais bien évidemment, je l'ai. J'ai utilisé ce lecteur plein de fois. C'est absolument fabuleux, vraiment. À l'époque, Nintendo avait déjà des idées de dingue. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, les consoles hybrides comme la Switch. Ça peut paraître complètement fou, mais à l'époque, déjà, Nintendo était largement très innovant. On voit ici l'entrée de ce lecteur disquette. C'était quelque chose de vraiment incroyable. La disquette venait dedans et puis on s'amusait vraiment comme des fous. Et il faut savoir que ce lecteur disquette pouvait fonctionner à pile. Vous avez ici l'emplacement pour les piles qui est dans un état absolument parfait. Et parce qu'en fait, ça consomme vraiment rien. Donc en fait, on pouvait l'utiliser avec les piles sans le brancher donc au secteur. Bien évidemment, il peut se brancher quand même au secteur, hein, il n'y a aucun problème. On peut le placer ici sous la console. Et voilà, on se retrouve avec l'ensemble complet. Le lecteur disquette avec la Famicom au-dessus. Le connecteur de lecteur disquette se mettait tout simplement ici et il faisait la communication, le lien entre la console et le lecteur. Et faut savoir que ce lecteur disquette, le connecteur plutôt, n'était pas que un simple connecteur. Il était bien plus que ça. En fait, il avait son propre processeur à l'intérieur, donc il boostait en plus un petit peu les capacités de la console, et aussi il avait son propre processeur sonore, et avec aussi un processeur FM. Du coup, sincèrement, pour l'avoir essayé, les sons, les musiques des jeux disquettes étaient incroyables. Vraiment beaucoup mieux que sur cartouche. C'était le jour et la nuit. Ça fait même bizarre au début, la première fois qu'on l'utilise. J'étais assez choqué, mais pouvoir avoir essayé Zelda sur disque, c'était assez dingue. Et pour la petite histoire, encore une autre histoire, au Japon, il y avait une machine, il y avait quelque chose qu'on trouvait chez les boutiques, chez les revendeurs de jeux vidéo. Si vous étiez possesseur de ce lecteur de disquette, votre disquette en fait était juste réinscriptible, comme une disquette standard. Quand vous aviez fini de jouer à votre jeu, quand vous l'avez fini 5 fois, 10 fois, 15 fois, vous avez envie d'un nouveau jeu, eh bien il suffisait d'aller chez un revendeur, et dans ce revendeur-là, vous allez vous retrouver devant un appareil comme ça. Alors là, c'est une petite reproduction, c'est tout petit, mais à l'époque c'était bien plus grand, ça faisait la taille largement d'un enfant, voire plus haut, avec ici un écran télé. Vous avez ici le lecteur disque, le même que celui-ci, et ici un lecteur cartouche, le même que sur la machine, et en fait, vous aviez ici une sélection de jeux qui étaient disponibles dans ces cartouches-là. Alors, je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo, mais c'est exactement le même format que les cartouches que nous avions en France. C'est exactement la même chose. Tout simplement, en France, elles étaient grises, au Japon, elles étaient jaunes, mais c'était pas ça que le revendeur donnait aux joueurs. En fait, il mettait ce jeu-là dans le port cartouche et il appuie sur un bouton et ça écrivait le jeu dans la disquette que vous aviez apporté au revendeur. C'était assez novateur.
toutes les disquettes étaient réinscriptibles. Du coup, quand vous en aviez marre de jouer à votre jeu, vous avez envie de passer à autre chose, vous allez chez ce revendeur. Ça ne coûtait que 3 euros, 3 petits euros pour pouvoir réécrire un jeu, n'importe lequel, dans la disquette que vous avez apportée. Cette reproduction ici, c'est tout simplement une boîte qui renferme les disquettes. Parce que je vous avais dit que j'avais joué à Zelda. Eh bien, le voici. Zelda, format disquette. Ça, c'est Zelda 1, le premier. Et c'est même le premier tout court. Car en fait, avant de sortir en cartouche, ceci, c'est le premier Zelda de l'histoire. Avant d'être sorti en cartouche, ça sortait déjà en disquette. Alors évidemment, c'est très fragile, ne pas mettre les doigts dessus ou n'importe quoi, c'est une disquette. Le jeu fonctionne parfaitement, je l'ai utilisé plein de fois. C'est vraiment fabuleux. Là, vous avez Zelda 1. Et ici, vous avez le deuxième. Les deux premiers Zelda de l'histoire, avant leur sortie cartouche, ils étaient sortis format disquette. C'est vraiment assez incroyable d'avoir ça en main, de se dire que la légende de Zelda, comme on la connaît aujourd'hui, par exemple avec Tears of the Kingdom, qui est vraiment fabuleux, ça a débuté avec ça, hein, tout simplement. Des disquettes de quelques kilos, octets seulement, avec un lecteur de disques qu'on branchait à une family computer qui n'a que 52 couleurs dans sa palette. Bref, c'est vraiment incroyable, fabuleux. Ça fait partie du jeu vidéo. C'est assez incroyable de se dire d'où on vient, vraiment. Aujourd'hui, on a des jeux en 4K, Full HD, 120 images par seconde, de la réalité virtuelle avec le PSVR 2 de la PS5, des jeux plus beaux les uns que les autres. Et avant, on jouait avec ça et on s'amusait vraiment bien. Bref, c'est une vidéo vraiment différente, les amis. Alors, elle est un peu bancale, hein. C'est pas tourné comme d'habitude, c'est pas carré, c'est pas super classe, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Il y en a un petit peu partout. Si vous verrez le bureau, c'est un peu la catastrophe. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer ça. Alors, pour ceux qui connaissent, ça va peut-être rappeler des souvenirs. Ceux qui ne connaissaient pas, ça va peut-être apprendre certaines choses et puis découvrir des choses, notamment hein, cet objet que je trouve absolument génial. J'ai mis longtemps à trouver ça. La reproduction miniature de l'appareil qui écrivait sur ce genre de choses, les disquettes. Ici Zelda, ici Zelda 2. J'en ai d'autres aussi. Hein. J'ai tout simplement Formula One, Mario. Voilà, j'en ai plein. C'était vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce nouveau format de vidéo, est-ce que cette idée vous plaît? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire vraiment. Si ça vous plaît pas, vous pouvez me le dire aussi. Ça me permet d'évoluer, de changer ou tout simplement de ne pas continuer. Sincèrement, ça me donne moins de travail. Mais j'ai vraiment envie de vous faire découvrir plein d'autres choses qu'il y a derrière. Et puis tellement plein, le bureau n'est pas assez grand en fait pour mettre tout ce que j'ai. Du coup, si cette vidéo vous a plu, je répète, dites-le moi sincèrement les copains. Si c'est le cas, eh bien j'en referai d'autres épisodiquement, comme ça, avec des choses intéressantes ou pas, on verra. Il y a du jeu, il y a du hardware, il y a des figurines, il y a plein de choses. On pourra partager tout ça ensemble. Et puis n'hésitez pas à les pouces, à partager, les commentaires donc, et puis à vous abonner à la chaîne si vous avez découvert, si vous avez cliqué par hasard sur cette chaîne, vraiment vous avez bien fait. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure, ça me ferait très plaisir de vous accueillir parmi nous, dans une bonne ambiance, toujours avec la priorité, notre passion pour les jeux vidéo. En attendant les amis, très bien comme d'habitude, je vous souhaite à tous une très belle et très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, à très bientôt les amis, bye bye.